It's a sunny day. It's so bright, so bright, so bright. It's a sunny day. It's so bright, so bright, it's so bright. It's a sunny day. Vous me dites go. J'attends le go de la régie. On est parti? C'est vrai. Bonjour à tous, merci de vous être rendus disponibles pour cette nouvelle édition du FIC 2023. On est au stand G10, Société Axians, et on est réunis ensemble aujourd'hui pour
voir ensemble des attaques qui sont communes sur la partie cybersécurité. Et aujourd'hui, c'est comment vos données publiques rendent possible une campagne de spear phishing. On va commencer par se présenter. On est deux. Christophe Amiable, référent sécurité pour l'agence d'Axians Arras Lille. Et Alexandre Lecomte, ingénieur sécurité dans l'équipe de Christophe. Axians Arras Lille également. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pendant ces 1 heure et demie ensemble? Tout d'abord, afin qu'on puisse parler tous ensemble le même langage, on va juste revoir quelques notions très rapidement ensemble. Ensuite, une démonstration qui sera réalisée par Alexandre Lecomte. Ensuite, suite à cette démonstration, on verra justement les différentes techniques d'attaque qui ont pu être réalisées. On vous donnera quelques conseils pour vous protéger et surtout, comment Axians va pouvoir vous aider à vous protéger de ces différentes attaques. Alors, tout d'abord, petite présentation Axians. Axians, donc une société du groupe Vinci et du groupe Vinci Énergie. Axians, au global, est présent dans 35 pays et dispose de 14 000 collaborateurs. Et pour redescendre un petit peu d'une strate, on a 110 sites de présence en France pour 4 500 collaborateurs. Je ne vais pas m'étendre sur la présentation Axians. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la partie sur Internet. Pour faire un petit focus, comme on est au FIC et on est à Lille, petit focus sur la région Hauts-de-France. On a donc 3 sites de présence, Arras, Lille et Amiens. Arras, Saint-Laurent-Blangy, pour un total de 220 collaborateurs. Alors, on va donner un petit peu le contexte de la démo, on a voulu la rendre la plus réelle possible. Et donc, le contexte de la démo, ça va être une attaque d'une entreprise, donc l'entreprise AXSME, qui fabrique, d'après ses dires, le meilleur café au monde. Et on va cibler une employée en particulier. Vous aurez l'occasion de la connaître durant la démonstration, c'est une employée du service marketing. On n'a rien contre les personnes du marketing, c'est tombé sur elle. L'objectif pour cette présentation va être de récupérer ces identifiants en essayant de la piéger, notamment sur la partie Office 365, et on va utiliser différentes techniques. L'analyse de l'ensemble de la partie DNS, donc plus sur la partie exposition que peut avoir une entreprise sur Internet, l'utilisation de Google Docs, qui sont grandement utilisés lors des audits d'exposition, de l'énumération sur la partie Microsoft Teams qui sera réalisée par Alexandre, l'analyse de métadonnées suite à la réception ou aux façons de retrouver différents documents, et une attaque qui a maintenant quelques mois sur cette partie-là, qui est notamment utilisée dans le phishing, le browser in the browser. Alors, on va aller sur quelques petits termes qu'on va réutiliser. Tout d'abord, le social engineering. Rapidement, c'est une technique qui se rapproche un petit peu plus de la psychologie ou de la sociologie, qui consiste à manipuler un utilisateur pour lui soutirer des informations. Ça a été théorisé notamment par Kevin Mitnick, qui est, je pense, un des plus grands hackers, dans un livre où la traduction française est L'art de la supercherie, ou Art of the Exploitation, qui est sorti en 2002. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Et quelques techniques célèbres sur la partie social engineering, encore une fois, ça concerne essentiellement l'humain. On a le fameux watering hole, ça consiste à piéger un serveur, les personnes vont venir se connecter au serveur, et donc, par effet d'écoulement, les personnes seront également affectées. La partie fraude au président, la partie piège jointe, clé USB ou autre. On a également ce qu'on va appeler du dumpster diving, qui va consister à fouiller dans les poubelles d'une entreprise, du shoulder surfing, qui consiste à regarder par au-dessus de l'épaule pour voir le mot de passe qui est tapé par un utilisateur. On a du f-dropping ou des écoutes illégales qui vont être réalisées. Il faut lire le livre de Kevin Mitnick si on veut la totalité. Tout à fait. Je pense que dans le livre de Kevin Mitnick, on trouve l'ensemble des techniques. Encore une fois, je vous le conseille. Je ne fais pas de pub, mais il est vraiment très bien. Et on va aller sur une technique donc, qui nous concerne principalement. Je pense que le terme de phishing est plus ou moins acquis par tout le monde, mais on a également le spear phishing. Alors, si on doit faire un parallèle entre le phishing et le spear phishing, le phishing, ça va être une pêche au gros. Je vais lancer un filet et je vais voir un peu. Voilà, je ne vais pas forcément cibler un poisson, je vais cibler un banc de poissons et potentiellement je vais voir ce que je vais réussir à rattraper. Le spear phishing, on peut l'assimiler à une pêche à la ligne ou à une pêche au harpon. Je connais le poisson, je connais ses habitudes, je sais à peu près où il passe et je veux cibler ce poisson-là en particulier. Grâce à cette partie-là, étant donné que je connais ses habitudes, je vais être en mesure de donner beaucoup plus de contexte à mon attaque. Je vais réussir à abaisser le taux de vigilance de l'utilisateur au minimum. Et étant donné que je vais avoir abaissé ce niveau de vigilance, je vais avoir beaucoup plus de chances pour que l'attaque réussisse, puisque la personne va être plus enclin à cliquer sur le mail.
Durant cette démonstration, donc là c'est une chaîne d'attaque qui va être réalisée. Voilà, on a des chaînes d'attaque à 8 ou à 6 phases. On va se concentrer sur les 3 premières phases. La phase de reconnaissance, la phase de scan et la phase d'énumération. Et je vais laisser Alexandre en parler pour cette partie-là. C'est à son tour. C'est ça. L'idée de cette démonstration, c'est de vous montrer ce qu'on est capable aussi de proposer dans le cadre d'audit, de nos offres d'audit et de prestations en cybersécurité. Et on aime bien les construire autour de cette phase, enfin de ce phasage classique d'une cyberattaque, avec les premières phases plutôt de reconnaissance, de découverte, on essaye de trouver de l'information, et après une phase vraiment d'exploitation des vulnérabilités, là où on rentre dans le dur, on rentre vraiment en interaction avec le système d'information, on essaye de casser plus ou moins des choses, ou en tout cas de rentrer. Et donc là, sur cette démo, on a décidé d'attaquer l'entreprise avec CSME, qui est bien sûr une entreprise fictive, et on va se concentrer vraiment sur les premières étapes. Ce qu'on apparente dans nos offres à des audits d'exposition, qui consistent à cartographier ce qui est exposé en ligne, faire des recherches sur tout ce qui est public, tout ce qui est accessible en source ouverte sur Internet. Donc, cette slide récapitule rapidement le positionnement de nos audits, mais n'hésitez pas après, voilà, si vous voulez qu'on en discute ensemble, on sera là, il y a plusieurs personnes sur le stand avec qui vous pouvez discuter pour en savoir un peu plus sur ces parties-là. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la démo, parce qu'on fait de la technique, c'est quand même plus rigolo. Et donc là, l'idée, c'est de vous montrer comment on va attaquer l'entreprise avec CSME avec du spear phishing. Donc, on va commencer par se connecter sur la machine. Ce sera une première étape. La première chose qu'on va faire, je vais vous surprendre, mais on va faire une recherche sur Google. Parce que les cyberattaquants, ils sont aussi malins que nous. Quand ils ne savent pas quelque chose, ils le tapent sur Google. Si la connexion Internet n'est pas trop mauvaise, ça devrait aller. Donc là, on ne voit pas mon écran. Ah, on ne voit pas mon écran. Oh, petit souci technique, on revient tout de suite. Non, il a sauté tout seul. Et c'est revenu. C'est revenu. Vous voyez pas mon... C'est mieux, ouais, les joies du direct, exactement. Ça arrive. Donc, on a le site internet de l'entreprise. Là-dessus, rien de bien... Rien de probant, un site vitrine voilà, un classique. site vitrine classique. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on a quand même le nom de domaine. Ça nous donne, ok, bon, xsme.fr. Ok, intéressant. Eh ben, je vais aller chercher un peu, faire de l'analyse sur le nom de domaine. Pour ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle ReconNG, qui est plutôt un framework qui nous offre pas mal d'outils pour faire justement de l'analyse en source ouverte, ce qu'on appelle de l'OSINT, et interroger différents services. Donc, la première chose que je vais faire, c'est juste créer un workspace. Ça va me permettre en fait juste d'organiser ma collecte d'informations. Et ensuite, je vais charger un module. ReconNG offre plein de modules pour aller chercher différents types d'informations. Je crois qu'on a à peu près 150 modules. Oui, à peu près 150 modules, je pense. On va pas pouvoir balayer des 150. Hein, non, on va en utiliser juste un. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les informations de nom de domaine. Et donc, on va utiliser un module qui ne reconnaît pas. Il n'est pas installé sur le site aussi. Si. Ah. Bon, je le tapais mal, c'est pas grave. J'avais oublié un S. Petite faute de frappe. Voilà, ça arrive. Et donc, une fois que j'ai chargé le module, je peux aller voir les options. Les options, j'ai la source. Donc là, la source, c'est le nom de domaine racine. Et ensuite, une word list. Puisque là, je vais faire de l'énumération de domaines. Donc, assez basiquement, je vais aller interroger les serveurs DNS de xsme.fr. Et je vais aller lui demander à partir d'une word list, ok, est-ce que www.xsme.fr ça existe? Est-ce que vpn.xsme.fr ça existe? Etc., etc. Donc je vais le lancer et on est parti. Pendant qu'il tourne, on va continuer un peu nos analyses. On va regarder sur le domaine, on va regarder les enregistrements TXT. Et les enregistrements TXT, c'est des enregistrements DNS. Si certains ont l'habitude de faire un peu de système, vous connaissez peut-être. Les enregistrements TXT, ça permet de faire plein de choses. Et j'ai pas de réponse. Si, ça finit par arriver. Et notamment, c'est là où
on peut voir des informations intéressantes comme, tiens, là j'ai un MS égale MS et un identifiant. Et ça, on le sait, si vous avez déjà configuré un nom de domaine avec un tenant Office 365, c'est typiquement une action qu'on fait, ça permet de valider le nom de domaine auprès de Microsoft et dire, bah oui, ce domaine-là, il m'appartient bien, donc on vient mettre un identifiant. Donc cette information-là, elle n'est pas gênante, hein, elle n'est pas compromettante en soi, mais elle nous donne une information, elle nous dit que l'entreprise AXSME.fr utilise Office 365. Ok, c'est une information intéressante. En plus, on retrouve un enregistrement SPF qui permet de se protéger contre l'usurpation de domaine. Ça évite à des serveurs SMTP tierces d'envoyer un mail avec comme expéditeur le nom de domaine AXSME.fr. Donc, on a en plus, en tout cas, un premier mécanisme de sécurité sur le serveur mail, ou en tout cas sur l'infrastructure mail, qui est intéressante. Donc, on voit par exemple, là maintenant sur ma gauche, que ReconNG a terminé. Il a trouvé à peu près 15 hosts. Donc, si je regarde dans ReconNG la liste des hosts, voilà, je vois qu'il m'a trouvé pas mal de choses. Des choses qui ont l'air provisionnées automatiquement. De l'autodiscover, on a l'habitude de le voir sur les noms de domaine. Rien d'intéressant. Ah, là par contre, tiens, un FTP, un test.xsme.fr. Est-ce que c'est pas un nom de domaine qui a été testé pour tester une application? Voilà, un peu voilà, des choses résiduelles. Si on continuait le process de l'audit d'exposition, bah, j'irais un peu plus loin dans mes investigations et j'irais par exemple interroger Shodan ou d'autres Sensis pour en citer que deux, pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui tourne derrière ce nom de domaine, derrière cette IP publique. Parce que là, on est uniquement en passif. C'est pour ça qu'on n'utilise pas des ça. On utilise des méthodologies qu'on dit OSINT en source ouverte, donc on n'interroge jamais directement le système d'information. On prend, je dirais, un peu des moyens détournés. Alors, c'est bien beau. Maintenant, comme quand même le but, hein, je le rappelle, c'est de faire une campagne de spear phishing. Bah, pour pouvoir faire du spear phishing, il faut pouvoir envoyer un mail. Pour pouvoir envoyer un mail, il faut une adresse mail. Donc, pour faire ça, je vais utiliser des Google Docs. Donc, on va en utiliser des très simples. Les Google Docs, ce sont des opérateurs je dirais particuliers sur Google qui nous permettent d'affiner nos recherches. Donc là, on va chercher sur le site axsme.fr, donc on cible ce site-là, et on va regarder dans le in-text, donc dans le texte des pages web, si j'ai du axsme.fr. Et mon site web, ça marche pas. Il le trouve pas, bon, c'est pas grave. Et si on supprime le site, on va essayer. Hein, ah, tiens, là c'est un peu mieux. Qu'est-ce que j'ai Galerie, non. Non, ça n'a pas l'air de me ressortir. Bon, c'est l'effet des mots, ça marche pas. Mon site, c'est pas bien fait référencer, c'est pas grave. Mais l'idée, c'était en fait d'éviter d'aller me balader manuellement dans le site et de faire des recherches sur le site. Mais c'est pas grave. Si je vais dans la partie team, je vois que, tiens, nous rejoindre, ils font une offre d'emploi, ok, pour un nouveau collaborateur. Et là, bon, je récupère, ok, une information intéressante, un email de candidature, très certainement un recruteur. Alors, ça, pareil, c'est intéressant, j'ai une première adresse email, mais il m'en faut un peu plus, il me faut un peu plus de contexte. Donc, une technique qui est souvent utilisée pour retrouver des adresses mail, c'est d'aller chercher sur LinkedIn. Je ne sais pas là en face de moi qui a un compte LinkedIn, mais si je demande à main levée qui a un compte LinkedIn, je pense que vous avez à peu près. Il y en a que deux. Pas mal, au moins 3. Il y en a pas mal. Et sur LinkedIn, forcément, vous donnez l'information de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est quand même tout le principe. Donc, on a des petits scripts qui vont nous aider à chercher des adresses mail, donc des gens qui se disent faire partir d'AXSME sur LinkedIn, et on va essayer de faire ça automatiquement plutôt que de le chercher manuellement. Donc là, on a vu que dans l'offre d'emploi, j'ai identifié le format des adresses mail de axsme.fr. C'est la première lettre du prénom suivie du nom @axsme.fr. Je vais lancer ça et là en fait, cross-linked, donc du coup ce petit script va chercher avec des Google Docs, hein, la même chose que je vous ai montré, des gens qui se disent d'être axsme.fr, il va me reconstituer automatiquement les adresses email. Et ça va me donner, alors je l'ai lancé un peu avant, hein, parce que ça peut prendre un peu de temps, ça va me donner un fichier TXT où j'ai la liste d'adresses mail. Ces adresses mail, elles sont reconstruites automatiquement, ça ne me dit pas si elles sont valides ou pas. Là, typiquement, on voit que j'ai du imac@axsme.fr, il y a peu de chances que ce soit vraiment quelqu'un qui s'appelle Yvemac, je sais pas, c'est un peu bizarre. Du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on trouve un moyen de vérifier si ces adresses mail, elles existent vraiment ou pas. Donc pour ça, on va utiliser un autre outil
et une autre technique. Et là, on va utiliser les API de Microsoft Teams. On a un domaine Office 365, il y a de très fortes chances que l'entreprise utilise Teams. Et Teams fournit des API ouvertes pour pouvoir interroger si déjà une adresse mail existe et le statut de connexion. Et c'est ça qui va être intéressant pour notre attaque de spear phishing. Si vous utilisez régulièrement Teams, parfois, si vous collaborez avec des personnes qui sont à l'extérieur de votre organisation, vous avez la possibilité de rechercher leur adresse mail dans la barre de recherche et faire une recherche externe. Et cette recherche externe, en fonction de comment est configuré le tenant de l'entité que vous interrogez, eh ben, on va pouvoir récupérer des informations intéressantes. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Pour ça, on va lancer donc GoMap Enum. Un user enum, on va utiliser Teams. On va lui passer la liste des adresses email qu'on a retrouvées. Et on va lui passer un token que j'ai préparé avant. C'est juste un token d'identification parce que je dois être connecté d'une manière ou d'une autre à Teams. Et là, j'utilise un token depuis un tenant qui est complètement différent du tenant d'AXSME.fr. C'est vraiment différent. Je vais le lancer. Pareil, ça peut prendre un peu de temps. Et on va voir ce qui ressort. Et est-ce que j'ai une adresse mail de valide. Donc là, le but est d'avoir les informations les plus vérifiées possibles, justement pour réussir à mener une attaque à bien. Voilà. Si on récupère entre 2 ou 100 adresses mail, on va avoir une surface d'attaque plus ou moins étendue. Et après, si on arrive à cibler une personne, d'où l'aspect justement social engineering et spear phishing, plus on ressemble d'informations sur les disponibilités de connexion, comment est-ce que la personne est connectée potentiellement, plus notre attaque a des chances de réussir. C'est ça. Et là, je vais juste... Mon utilisateur, je vais juste le rafraîchir un peu parce qu'il apparaît déconnecté. Hop là. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui ressortent. Pendant que je le relance, on voit par exemple que sur la liste, bon, il m'a zappé les premiers, il ne me les a pas affichés. Par exemple, T. Rosnanov, voilà, ça n'existe pas, il ne l'a pas validé. Par contre, il m'en a trouvé 2. Tiens, C. Chartier, L. Moulin, ça match. Donc, OK, on va refaire une Google Doc manuelle, cette fois-ci sur linkedin.com. Parce que ce serait quand même cool que je vous en montre une qui fonctionne. Par exemple, celle-là, bah, typiquement, voilà, on voit, tiens, c'est Chartier, Christine Chartier, ça y ressemble. Elle apparaît ici. Est-ce que je vais pouvoir afficher son profil? Peut-être. Voilà. Pendant que ça charge, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que là, par exemple, on voit que Christine Chartier, elle est disponible, donc on récupère son statut de connexion. Là, je suis vraiment complètement en dehors du tenant. Et on arrive aussi à récupérer comme information comment elle est connectée. Donc là, on voit qu'elle est connectée en web, donc sur un navigateur web. Si elle était connectée sur un mobile, on verrait mobile. Donc ça, c'est des informations qui sont super intéressantes. On voit que Christine, elle travaille bien chez AXSME, dans le service marketing. Elle a l'air de publier parfois du contenu sur LinkedIn. Et ça rame un peu, mais bon. Elle travaille à Ronchin, dans les Hauts-de-France. Voilà, la voilà, elle est là. Parfait. C'est intéressant comme information. On va continuer maintenant à chercher de l'info sur le site axsme.fr. On va retenter une Google Doc sur axsme.fr. Hop, si on revient le site. Et on va chercher un autre, les file types. Est-ce qu'on trouve des fichiers de type PDF sur leur site? Ah oui, tout de suite, j'ai une réponse. OK. Une affiche. OK, donc je vais essayer de l'ouvrir. Donc là, on pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait aller chercher les fichiers Word qui contiennent certains mots. Peut-être des mots comme password, login, admin. Voilà, des choses qui peuvent retrouver des documents d'exploitation peut-être qui ont été mal partagés sur des fichiers Google, des choses comme ça. OK, j'ai une brochure commerciale. Typiquement, c'est ça. Ils se vendent que leur café, c'est le meilleur. On n'a pas pu le tester, mais on les croit sur parole. Donc, on va télécharger ce fichier. Ça paraît anodin, mais on va quand même aller le chercher parce que il va peut-être nous aider. Pour analyser ce fichier, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment son contenu direct parce que dans le contenu, on voit que c'est juste de la documentation commerciale. Par contre, on va regarder les métadonnées. Les métadonnées, ce sont ces fameuses données qui sont à côté du fichier, qui ne sont pas le contenu en lui-même, mais plutôt des informations techniques, plutôt liées à l'ordinateur. Et là, du coup, si je regarde un peu les métadonnées avec un outil qui s'appelle ExifTool, ça me permet de me sortir les métadonnées. Je récupère certaines informations. Je récupère que le créateur, c'est Canva. Canva, c'est une plateforme en ligne qui permet de générer des contenus graphiques. OK.
intéressant. Donc, la brochure que j'ai, elle a été créée avec Canva. Tiens, on a l'auteur aussi. Qui a créé? C'est Coralie Lefebvre. Je reviens sur ma liste, vous l'avez sur l'écran de gauche. Tiens, Coralie Lefebvre, c'est quelqu'un qui travaille aussi chez AccessME. C'est de la documentation commerciale. Peut-être que ça a été créé par le service marketing. Là, ça devient intéressant. Peut-être que du coup, je vais faire l'hypothèse que Coralie Lefebvre, elle travaille avec Christine Chartier. Christine Chartier est connectée. On imagine que mon attaque, je l'ai faite dans la durée. Ça fait longtemps que je m'intéresse à AccessME. Et depuis quelques jours, je me rends compte qu'en allant vérifier le statut de connexion de Coralie Lefebvre, elle est absente. Peut-être en vacances, elle a pris des congés, je ne sais pas. En tout cas, elle n'est pas là. Par contre, Christine, elle est là. Donc, mon attaque, elle va être simple. Je vais décider d'envoyer une notification en usurpant, je dirais, la notification classique qu'un utilisateur pourrait avoir sur Canva. Je vais usurper le site Canva et je vais voir comment Christine réagit à ça. Donc pour ça, on ne va pas créer le mail et le site web en direct. Je l'ai déjà préparé. On va gagner un peu de temps. Pour lancer ma campagne de phishing, j'utilise GoFish, qui est un outil open source. Si vous voulez jouer un petit peu avec les campagnes de phishing, bien sûr, pour faire de la démo, ne l'utilisez pas pour envoyer des mails malveillants, c'est pas du tout l'objectif. Mais même pour faire de la sensibilisation utilisateur, c'est assez intéressant. Donc là, j'ai configuré ma campagne, j'ai préparé en fait une page web malicieuse, j'ai enregistré un nom de domaine. J'ai utilisé pour ça une technique assez simple, j'ai remplacé une lettre. Donc au lieu de axsme.fr, j'utilise axsne.fr. Je vais l'envoyer à AXSME, hop là, et je vais lancer ma campagne. Et dans ce groupe, en fait, je n'ai mis que Christine Chartier, puisque c'est elle qui m'intéresse. Et c'est bien une campagne de spear phishing, puisque je ne vais pas envoyer à toute l'entreprise, toutes les adresses mail que j'ai collectées, je vais l'envoyer uniquement à Christine Chartier. J'ai bien reçu le mail. Et voilà à quoi il ressemble. De communication@axsme, ok. Et ça ressemble, à s'y méprendre, à un mail qui a été généré par Canva. Et on voit même que, tiens, d'ailleurs, oui, je la connais, cette brochure commerciale-là. C'est ma collègue qui l'a fait. Et voilà, car Coralie Lefebvre a partagé ce design avec nous. Super. Je vais l'ouvrir. Ok, le site de Canva. Jusque-là, il n'y a rien qui me chagrine. Il y a bien le petit HTTPS, il n'y a pas d'alerte particulière. Et là, on me propose de me connecter. Et comme beaucoup de sites, on a la possibilité de se connecter de différentes manières. Et notamment, par exemple, avec Microsoft. Voilà, apparemment, j'ai plus que ça comme méthode de connexion. Bon, c'est pas grave, je vais le faire. Et là, on voit une méthode qui est un petit peu différente, un petit peu nouvelle, qui a quelques mois. C'est ce qui a été appelé le browser in the browser. En fait, c'est pas une vraie fenêtre que j'ai ici. C'est simplement un composant, c'est une iframe, c'est un composant HTML. Mais du coup, comme c'est pas, je peux en fait créer ce que je veux. Donc c'est juste purement graphique, mais ça permet de un peu tromper l'utilisateur, parce que là, on voit en fait dans la barre de recherche, enfin si je c'est bien login Microsoft Online, quoi. Et là, j'ai pas usurpé le domaine de Microsoft. C'est juste un composant graphique où j'ai été écrire. Je peux pas, si je vous montre, je peux pas aller sortir la petite page, ça marche pas. C'est vraiment pour que l'utilisateur, on trompe l'utilisateur. Là, ce que je vais vous montrer, je vais essayer de le mettre ici sur le côté, s'il veut bien se mettre. Ouais, je vais le fermer. Hop là, c'est pas facile avec un seul écran. Tac. Et là, j'ai juste, on va essayer d'agrandir un peu. Bon, du coup là, c'est un petit peu abîmé ma mise en page. Je sais pas si on voit là les deux. Ok. Ouais. Nickel. Donc là, c'est juste un petit script qui va vérifier. Donc là, sur la droite, j'ai mon serveur de command and control, appelez-le comme vous voulez. Bref, le serveur qui est contrôlé par l'attaquant, sur lequel est hébergé le site malicieux que j'ai créé. Et je viens vérifier la base de données pour voir s'il y a quelqu'un qui rentre ces informations. Et là, en l'occurrence, Christine. Donc là, si Christine, elle veut se connecter parce qu'elle est un peu intriguée par le mail qu'elle vient de recevoir, elle va rentrer, elle va essayer de se connecter. Et là, bam, qu'est-ce qui se passe? Je récupère, j'ai tapé FIC 2023, pas menti. Je vois récupérer les credentials qu'elle a tapés.
et elle est en fait automatiquement redirigée sur le vrai site de Canva. Donc là, on peut imaginer qu'elle se dise ah bah ça n'a pas marché, je vais me reconnecter et puis accéder à ces infos. Donc quelque part, on est un petit peu voilà, on est un petit peu malin, on a essayé de se cacher et que l'attaque soit pas découverte. Voilà. Et on est arrivé au bout de ce que je voulais vous montrer. On a réussi à récupérer les credentials de Christine. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'on pourra réutiliser, je ne sais pas, par exemple cet après-midi. Cet après-midi à 14h30, non? On pourrait peut-être essayer cet après-midi à 14h30 de réutiliser ces credentials pour essayer de se connecter au système d'information de XSME qui, regarde, il est juste là. Ah, voilà, le il est là. Bah, ouais, non, mais il est juste reconnais. sur notre... Au stand G10, c'est ça? Au stand G10, c'est ça. On fait de l'autopromotion. Et je voudrais relancer mon PowerPoint, mais il a planté. Bon. Eh ben, on va le relancer. C'est que PowerPoint, ça va. Ça va. C'est celui qu'on soupçonnait le moins qui décide de ne pas marcher. Parce que le but, c'était quand même pas non plus de vous faire peur, et c'est de vous montrer un peu quel levier on aurait pu actionner pour limiter les dégâts de cette attaque. Hein. Christophe aime bien dire que pour qu'une attaque réussisse, il faut que toutes les étoiles soient alignées. Et donc, forcément, oui, il y a plusieurs moyens là dans l'attaque que je vous ai montré. Il y a à plusieurs moments, à plusieurs endroits, on aurait pu mettre en place des mécanismes de sécurité qui auraient bloqué et qui auraient rendu cette attaque juste pas possible. Donc, les petits conseils qu'on peut donner et quelques bonnes pratiques, c'est d'abord, pour se protéger, c'est vraiment sécuriser les infrastructures de messagerie en déployant des systèmes anti-spam. Je pense que si vous cherchez des systèmes de protection email ici aujourd'hui, vous allez trouver des éditeurs qui vous en proposeront. Les enregistrements SPF et DMARC, qui sont des enregistrements, comme on peut le voir hein, dans les fameux enregistrements TXT des noms de domaine qui permettent de se protéger contre l'usurpation, éviter qu'on utilise des noms de domaine qui sont proches des vôtres ou qui sont les mêmes et qu'on envoie des mails à partir de votre nom de domaine. Bloquer les tentatives de squatting en créant un domaine à xsne.fr à la place de la XSME. J'ai fait du squatting de nom de domaine et sachez qu'il est possible, c'est vrai qu'on ne l'a pas montré dans la démo, mais avec des scripts, d'essayer de chercher un petit peu tous les noms de domaine qui sont proches du vôtre et qui sont enregistrés auprès de registrars. Et ça, du coup, la bonne pratique, ça peut être si vous identifiez que ceux-là, bah non, c'est pas des partenaires, c'est pas d'autres entreprises qui s'appellent presque comme vous, de les bloquer dans votre système anti-spam. Et ce contrôle, il peut être fait régulièrement et c'est relativement simple à faire. Désinfecter tout ce que vous publiez. Forcément, hein, quand on publie sur Internet, on n'a pas forcément toujours voilà, conscience des informations qu'on peut exposer. Donc pour ça, désinfecter, c'est soit en faisant de la prévention, en faisant du curatif, en par exemple demandant un audit d'exposition à Axians qui va chercher pour vous. Ça me paraît être une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Qui va par exemple permettre de chercher pour vous les différents documents que vous auriez pu laisser ou que vos utilisateurs auraient pu laisser par mégarde. Donc faut mettre en place ce contrôle régulièrement et notamment les systèmes de partage cloud, SharePoint, Google Drive, on les utilise beaucoup. C'est intéressant de toujours un peu challenger la sécurité de ces partages-là. Et bien sûr, on ne parle pas de cybersécurité sans sensibilisation, sans éducation des collaborateurs et de tout le monde au risque cyber, en organisation des exercices, en sensibilisant. Et voilà, sachez aussi que ce sont des choses que Axians peut proposer, de la sensibilisation utilisateur sur plusieurs niveaux, des campagnes de phishing également, mais plutôt pour sensibiliser les utilisateurs et pas forcément pour montrer du doigt Christine Chartier en lui disant c'est pas bien, t'as cliqué sur le mail, mais plutôt parce que si c'est une population qui a pas forcément l'habitude, qui n'est pas sensibilisée à ces sujets-là, c'est intéressant de proposer un accompagnement personnalisé sur ces personnes-là et donc il faut les identifier. Est-ce que tu veux reprendre la... Je peux prendre la suite. On voit, hein, bon, c'est vrai qu'on aime bien reprendre cette slide, hein, c'est juste pour contextualiser rapidement le risque. Le risque, il y a 3 facteurs hein, qui jouent sur la partie risque, la menace, les actifs et les vulnérabilités. On va avoir très peu de levier à tirer sur l'aspect menace, justement, parce que on ne peut pas empêcher les gens potentiellement de vous menacer. Ça paraît quand même assez compliqué. Les actifs, on voit que la tendance est plus à l'augmentation du nombre de périphériques connectés qu'à la baisse. Par contre, sur l'aspect vulnérabilité, là, on va parler de vulnérabilité. Je ne vais pas
uniquement parler de vulnérabilité Windows ou autre. Hein. L'aspect misconfiguration, l'aspect sensibilisation utilisateur, ça fait partie inhérente des vulnérabilités. Et voilà, le but est d'abaisser ces vulnérabilités pour réussir à abaisser le risque au fur et à mesure. Et donc là, on a pu voir une partie de l'offre Axience, donc l'ensemble de la partie audit d'exposition. Comme Alexandre l'a très bien montré, le but est de se baser sur l'ensemble de la partie OSINT, hein, l'Open Source Intelligence, pour qu'on puisse vous donner l'ensemble de ce qu'un hacker pourrait trouver sur vous, hein, avec, nous on espère, toujours des surprises quand même plus ou moins bonnes. Bien entendu, il y a un aspect audit de vulnérabilité, sur lesquels on va se concentrer sur les phases de scan, cette fois-ci actif, et sur l'énumération de ce qu'on peut trouver sur vous depuis l'extérieur, et les campagnes de phishing. On peut faire des campagnes de phishing classiques ou des campagnes de spear phishing avec bien entendu la sensibilisation utilisateur à la clé. C'est vraiment le but, hein, et étant donné faire passer la sensibilisation utilisateur après une campagne de phishing, on donne du contexte à l'utilisateur et on se base sur un cas réel. Et c'est d'autant mieux. Et on verra cet après-midi, parce que là, on voit qu'il y a un petit peu de blanc sur la droite. On verra cet après-midi, justement, les phases 4, 5 et 6, hein, où là, on rentrera dans le dur et peut-être que Christine Chartier nous sera d'une aide pour réussir à rentrer à l'intérieur de l'entreprise à XASME et qui sait devenir administrateur du système si tout se passe bien. N'hésitez pas à l'ajouter sur LinkedIn d'ailleurs si vous voulez. Oui, c'est qu'elle commence à être assez célèbre sur LinkedIn, Christine. Je pense que... Donc voilà, on espère que cette présentation vous a plu. N'oubliez pas, on est ici pour discuter avec vous au stand G10. N'hésitez pas à venir et on vous donne rendez-vous à 14h30 au même endroit. Pour la suite. Sur le live, pour la suite de l'attaque et voir comment ça se passe. On verra l'ensemble de la partie pentest. Merci à tous.